À Noël, j'ai découvert par hasard que mes parents avaient rénové ma maison de vacances sans mon autorisation. J'ai toujours pensé que Noël devait être un moment chaleureux, vous savez, cette odeur de cannelle, une musique douce en fond sonore, des gens qui font semblant de s'apprécier pendant quelques heures par pure tradition. Cette année-là, je suis entrée chez mes parents avec une bouteille de vin et un sourire poli, me préparant déjà aux discussions futiles et aux remarques passives-agressives habituelles. Je ne me doutais pas que ce Noël allait me montrer exactement quelle était ma place au sein de ma propre famille. Je m'appelle Élodie Morel, j'ai 38 ans, célibataire par choix, financièrement indépendante et, selon mes parents, quelqu'un qui s'en sort bien mais pas aussi bien qu'on pourrait le croire. Ils adoraient dire cela, comme si le succès avait besoin d'être validé par eux pour exister réellement. Ce qu'ils n'aimaient pas admettre, c'est que je possédais des biens, de vrais biens de valeur, notamment ma maison de vacances sur la côte basque, un endroit que j'avais acheté 5 ans plus tôt après avoir vendu ma société de conseil en stratégie digitale. Cette maison était mon refuge, une terrasse face à l'océan, des murs en pierre, une cuisine ouverte avec un plan de travail en chêne massif. J'avais tout choisi moi-même, chaque détail avec soin et amour. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, c'était à moi. Et mes parents n'y étaient allés que 2 fois, du moins c'est ce que je croyais. La fête battait son plein. La maison était bondée. Les enfants de mon frère Julien couraient partout dans le salon, les décorations tintaient pendant que les adultes riaient trop fort devant des coupes de champagne. Ma mère flottait dans la pièce en jouant les hôtesses parfaites alors que mon père tenait salon près de la cheminée, racontant les 3 mêmes histoires qu'il répétait sans cesse. J'ai enlevé mon manteau et je me suis dirigée vers la cuisine quand j'ai entendu la voix de ma tante Linda derrière moi. Elle disait que la maison était bien plus belle maintenant. J'ai ralenti le pas. Elle a continué en disant qu'honnêtement, Élodie devrait les remercier car cette rénovation avait vraiment sauvé l'endroit. Mon estomac s'est noué. Je me suis tournée légèrement, faisant semblant de m'intéresser au plateau de petit four tout en écoutant. Ma mère a ri en répondant que quelqu'un devait bien intervenir, car on savait comment j'étais, bien trop attachée à des choix de design douteux. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Tante Linda a mentionné la cuisine, surtout cet îlot en marbre gris, magnifique et bien plus moderne que ce truc rustique que j'avais avant. Mes oreilles ont sifflé. Un truc rustique ? Mes mains se sont crispées sur le bord du comptoir. Il ne plaisantait pas. Il n'exagérait pas. Il parlait de ma maison. Essayant de rester calme, j'ai attendu, comptant mes respirations, me disant qu'il devait y avoir un malentendu. Peut-être parlait-il d'une location. Peut-être confondait-il mon chez-moi avec celui de quelqu'un d'autre. Mais mon père a ajouté avec suffisance que quand on possède quelque chose, on peut se permettre de l'améliorer, et puisqu'Élodie est toujours occupée, elle n'a pas vu d'inconvénient à ce qu'il gère tout cela. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Gérer tout cela ? Je suis entrée franchement dans la pièce et j'ai demandé de quoi il parlait exactement. La conversation s'est arrêtée net. Tous les visages se sont tournés vers moi. Le sourire de ma mère s'est figé pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour que je voie le calcul derrière ses yeux. Elle m'a dit d'un ton enjoué qu'il discutait juste. J'ai insisté pour savoir s'il parlait de ma maison et de quoi précisément. Julien a remué nerveusement sur sa chaise. Tante Linda s'est soudainement trouvé une passion pour les biscuits. Mon père s'est raclé la gorge en me demandant de ne pas faire de scène. C'est là que j'ai su. La vérité éclatait. Je leur ai demandé s'ils avaient rénové ma maison de vacances. La pièce est devenue totalement silencieuse. Pas ce genre de silence confortable qui arrive pendant un dîner quand les gens sont fatigués. Ce silence était tranchant, pesant, le genre de silence qui rend chaque petit bruit soudainement perceptible, le tintement des couverts, quelqu'un qui bouge sur sa chaise, le faible écho des chants de Noël venant de la cuisine. Ma mère a soupiré de manière théâtrale et a posé son verre de vin avec une précision calculée. Elle m'a dit en secouant la tête de ne pas être dramatique, ajoutant que rénover était un mot bien trop dur. Je l'ai fixé à travers la table. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais tout compris de travers, car personne ne pouvait dire une chose pareille aussi calmement. Aucun parent ne pouvait entièrement rénover la maison de quelqu'un d'autre sans permission puis se montrer offensé quand on lui en parlait.
Je lui ai dit qu'ils avaient changé ma maison sans me demander mon avis. Ma propre voix me semblait lointaine, trop contrôlée. Ma mère a haussé une épaule avec dédain. Elle a expliqué lentement que l'endroit avait besoin d'un rafraîchissement et qu'ils y séjournaient de toute façon pendant quelques semaines. Les mots m'ont frappé l'un après l'autre. Séjourner là-bas pendant des semaines. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je l'ai interrompu calmement pour lui demander s'il s'était installé chez moi. Mon père a froncé les sourcils immédiatement, comme si ma réaction était le vrai problème. Il a déclaré que la maison était vide et quel était l'intérêt de posséder un endroit que l'on utilise à peine. J'ai ri une fois, un rire bref et sec qui m'a surprise moi-même. Je leur ai dit qu'ils n'en avaient pas le droit. L'expression de ma mère s'est durcie instantanément. Sa fausse douceur a disparu. Elle s'est emportée en disant qu'il m'avait élevée et que tout ce que je possédais venait d'eux d'une manière ou d'une autre. Cette phrase s'est gravée dans ma mémoire. Pas parce qu'elle m'a choquée, mais parce qu'elle expliquait tout. Pour eux, rien ne m'appartenait vraiment. Ni mon argent, ni mon succès, ni ma maison. Tout ce que je possédais était encore lié à eux dans leur esprit. Julien a fini par intervenir à l'autre bout de la table en disant qu'il ne pensait pas à mal et qu'honnêtement, c'était vraiment joli maintenant. Je me suis tournée vers lui et j'ai demandé ce qu'ils avaient changé exactement. C'était apparemment la question que ma mère attendait. Son visage s'est éclairé comme si elle était impatiente de montrer un projet réussi. Elle a commencé avec enthousiasme en expliquant qu'ils avaient d'abord cassé cet îlot en bois moche dans la cuisine pour le remplacer par du marbre, précisant que les tons neutres se vendent mieux. Mon estomac s'est serré. Se vendent ? J'ai répété ce mot tout bas mais elle a continué sans même m'entendre. Elle a ajouté que la chambre principale était bien trop simple et qu'ils avaient ajouté des rangements intégrés et modernisé l'éclairage, trouvant cela bien plus élégant. Elle a aussi mentionné avoir transformé mon bureau en chambre d'amis car cette disposition était plus logique. Mon bureau. La pièce qui surplombait l'océan. L'endroit où j'écrivais chaque matin quand je fuyais la ville. La pièce où je restais assise pendant des heures avec mon café et le silence, me sentant enfin moi-même. Disparu. Transformé en chambre pour des inconnus. Et la terrasse ? Mon père a fait un geste de la main en disant que le garde-corps n'était pas sûr et que le syndic de copropriété avait approuvé le remplacement. Le syndic. Dès qu'il a dit cela, j'ai réalisé autre chose. Ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas informel. Il ne s'était pas contenté de rester là. Il s'était comporté comme les propriétaires, signant des formulaires, approuvant des rénovations, parlant aux entrepreneurs, prenant des décisions juridiques, tout cela sans moi. J'ai demandé combien cela avait coûté. Mes parents ont échangé un regard rapide, un petit regard, mais suffisant. Ma mère a répondu avec légèreté qu'ils en avaient eu pour environ 200 000 €. Ma vue s'est troublée un instant. J'ai répété qu'ils avaient dépensé 200 000 € dans ma maison. Mon père a coupé court en disant que techniquement, la maison s'était payée toute seule. Je l'ai regardé, lui demandant ce que cela signifiait. Ma mère a répondu cette fois qu'il l'avait louée pendant que je ne l'utilisais pas. Le monde autour de moi a disparu pendant une seconde. Je pouvais encore entendre les gens bouger, Julien respirait fort, les verres s'entrechoquaient, la musique de Noël jouait doucement, mais émotionnellement, j'étais ailleurs. Ils avaient loué ma maison. Ma mère a rétorqué sur la défensive que c'était intelligent et que cela générait des revenus. J'ai senti ma peau se glacer et j'ai demandé où était cet argent. Un autre silence s'est installé. Mon père a croisé les bras en disant qu'il l'avait réinvesti. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Pas seulement sur le plan émotionnel, mais sur le plan juridique. Il ne considérait pas cette maison comme la mienne. Il la voyait comme un bien familial qu'il pouvait gérer, améliorer, contrôler et dont il pouvait tirer profit pour finalement la transmettre comme bon leur semblait. Ma mère a penché la tête avec une sympathie feinte en me rappelant que je n'avais pas d'enfant et qu'un jour, cet endroit devrait de toute façon rester dans la famille. Voilà, enfin la vérité. Plus rien n'était caché derrière un langage poli. Ils avaient déjà décidé que la maison appartenait aux futurs enfants de Julien, pas à moi, jamais à moi.
J'ai regardé autour de la table. Personne ne semblait surpris. Personne ne me défendait. Personne ne semblait même mal à l'aise car au fond, ils savaient tous exactement ce que mes parents faisaient. Je me suis levée tranquillement pour prendre mon manteau. Ma mère a ricané bruyamment en disant que j'étais cruelle et que c'était Noël. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit calmement que ce n'était pas de la cruauté mais du vol. Toute la pièce a réagi instantanément. Des exclamations, des murmures. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer, me disant que je n'oserais jamais les accuser. J'ai soutenu son regard calmement. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas intimidée, pas même un peu. Je lui ai dit de regarder de quoi j'étais capable. Puis je suis sortie. L'air froid du dehors a frappé mon visage immédiatement. La neige tombait sous les lampadaires. Mes mains tremblaient violemment, mais pas de peur, de clarté. Une clarté absolue. Car pendant que mes parents s'occupaient de redessiner ma maison, ils n'avaient aucune idée que j'allais redessiner leur sentiment de contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais furieuse d'une manière calme et dangereuse. Les gens pensent que la colère est toujours explosive. Parfois, elle est organisée, concentrée, précise. Le genre de colère qui fait ouvrir des ordinateurs au lieu de hurler. Le genre qui documente tout. Au lever du soleil, j'avais déjà un plan. À 8h12 précise le lendemain matin, j'ai appelé maître Sophie Renard, l'avocate qui s'était occupée de l'achat de ma maison de vacances des années plus tôt. Elle a répondu rapidement, me demandant si tout allait bien. Je lui ai répondu que non, que mes parents avaient occupé illégalement, rénové et loué ma propriété. Silence. Puis son ton a complètement changé. Elle a demandé l'ampleur des travaux. J'ai précisé qu'il y en avait pour environ 200 000 €. Une autre pause, plus longue cette fois. Elle m'a demandé si j'avais donné une autorisation écrite. J'ai répondu que non. Elle a demandé s'ils avaient perçu des revenus locatifs. J'ai dit que oui. Sa voix est devenue plus ferme et elle a déclaré que ce n'était pas un désaccord familial mais une occupation non autorisée, un détournement de fonds et une altération de propriété. J'ai fermé les yeux lentement. C'était parfait car j'en avais assez de prétendre que ce comportement familial était normal. En 3 jours, l'équipe de Sophie a tout découvert. Des annonces de location sous l'adresse mail de mon père, des revenus versés sur le compte bancaire de ma mère, des demandes d'approbation au syndic signées avec des versions falsifiées de ma signature, des factures d'entrepreneurs approuvées sans l'autorisation légale du propriétaire. Le montant total des revenus locatifs non autorisés s'élevait à 417 000 €. J'ai fixé ce chiffre sur l'écran de mon ordinateur pendant 1 minute entière avant de rire doucement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. Mes parents n'avaient pas seulement franchi une ligne, ils avaient construit tout un dossier criminel et en avaient documenté chaque pièce eux-mêmes. L'erreur qu'ils ont commise a été de supposer que je réagirais de manière émotionnelle au lieu d'être méthodique. Ils ont oublié qui j'étais avant d'être leur fille. J'étais une ancienne consultante qui avait vendu son entreprise pour un montant à 7 chiffres parce que je documentais tout. Je comprenais les systèmes, les preuves administratives, les enregistrements numériques, et ils avaient tout laissé derrière eux. Je ne les ai pas affrontés immédiatement. C'était intentionnel. À la place, j'ai laissé les lettres recommandées arriver d'abord. Une adressée à mes parents, une à Julien, une au syndic, une à la plateforme de location. Le soir du réveillon du Nouvel An, mon téléphone est devenu inutilisable. Ils me suppliaient d'appeler, disant que je surréagissais et me demandant comment je pouvais les humilier ainsi alors que les gens posaient des questions. J'ai pensé que c'était une très bonne chose qu'ils s'interrogent. Nous nous sommes retrouvés chez mes parents le 3 janvier. Je suis arrivée calme, vêtue de manière professionnelle, avec un dossier en cuir sous le bras. Ma mère semblait épuisée. Mon père refusait de croiser mon regard. Julien paraissait furieux. Il a hurlé que c'était de la folie et a demandé si j'allais vraiment poursuivre nos parents. Je l'ai corrigé calmement en disant que je les tenais simplement pour responsables. Ma mère a éclaté en sanglots instantanément. Pas des larmes sincères, des larmes stratégiques,
du genre conçu pour détourner la sympathie. Elle a demandé comment je pouvais faire cela après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser les copies des documents sur la table. Je leur ai dit calmement qu'ils avaient imité ma signature, loué ma propriété et modifié ma maison sans autorisation. Mon père a frappé du poing sur la table en criant que cette maison aurait dû revenir aux enfants de Julien de toute façon. Un silence pesant a envahi la pièce. Même Julien a semblé choqué qu'il le dise à voix haute. Mais la vérité était là, brute, laide, honnête. J'ai hoché la tête doucement en le remerciant. Mon père a froncé les sourcils en demandant pourquoi. Je lui ai répondu que c'était pour avoir enfin admis la vérité. Ma mère a pleuré plus fort. Julien s'est frotté le front nerveusement. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance car une fois que la vérité devient visible, elle ne peut plus être ignorée. Les conséquences n'ont pas tardé. Le syndic a révoqué tous les privilèges de location immédiatement. La plateforme de location a banni définitivement leur compte. Les entrepreneurs ont déposé des recours après avoir réalisé que les rénovations n'avaient jamais été légalement approuvées. Puis est venu le contrôle fiscal. Revenus locatifs non déclarés, pénalités, intérêts, rappel d'impôts. Les économies de retraite de mes parents ont pris un coup très dur. Sophie m'a finalement présenté plusieurs options. Je pouvais demander des dommages et intérêts, porter plainte au pénal ou négocier les termes d'un accord. J'ai choisi autre chose, le contrôle. J'ai rencontré mes parents une dernière fois. Je leur ai dit que je ne les poursuivais pas en justice. Le soulagement s'est lu sur leur visage jusqu'à ce que je continue en exigeant qu'ils me transfèrent chaque euro des revenus locatifs, qu'ils signent une reconnaissance formelle de leur faute et qu'ils ne remettent plus jamais les pieds sur cette propriété. La voix de mon père a tremblé légèrement en demandant ce qui se passerait s'il refusait. J'ai souri poliment en précisant que notre prochaine rencontre se ferait alors devant un tribunal. Ils ont signé chaque page. 3 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Pas par obligation, mais par envie. Ironiquement, la version rénovée s'est vendue pour 1 300 000 €. J'ai utilisé une partie du profit pour acheter une maison plus petite dans une ville côtière plus tranquille en Bretagne. Pas de famille à proximité, pas de double des clés, pas de visite surprise, pas d'appropriation émotionnelle déguisée en amour. J'ai investi le reste de l'argent de manière privée et silencieuse, exactement comme on construit la paix. Mes parents ont arrêté d'organiser les fêtes après cela. Julien ne me parle presque plus. Selon lui, j'ai détruit la famille. Je ne suis pas d'accord. Les familles construites sur un sentiment d'impunité se détruisent d'elles-mêmes tôt ou tard. Le Noël dernier, j'étais assise seule sur un balcon face à l'océan avec un verre de vin à la main et absolument aucune culpabilité. Les vagues s'écrasaient doucement sous la lumière de la lune. Pas de manipulation, pas d'attente, pas de factures émotionnelles déguisées en tradition familiale, juste le silence, un silence sain et paisible. Pour la première fois depuis des années, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les limites ne sont pas de la cruauté, ce sont des conséquences, et Noël a simplement été le jour où la vérité m'a enfin rendu ma liberté. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne donnent pas tous les droits, surtout lorsqu'il s'agit de respect et de propriété privée. Dans beaucoup de familles, il existe cette idée toxique que le succès d'un enfant appartient aux parents, ce qui mène souvent à des abus de confiance impensables. Élodie a dû faire un choix difficile, laisser passer l'affront par loyauté familiale ou protéger son intégrité et son dur labeur. En choisissant la voie juridique et la fermeté, elle n'a pas seulement récupéré son argent, elle a surtout repris le pouvoir sur sa propre vie. C'est une leçon sur l'importance vitale de fixer des limites claires, même avec ceux qui nous ont élevés. La véritable paix ne peut exister sans respect mutuel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de poursuivre vos propres parents pour protéger votre patrimoine, ou auriez-vous pardonné pour préserver l'unité familiale au risque de vous faire marcher dessus à nouveau ? Partagez vos expériences en commentaire.